cette table. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Tariq Ramadan. Islamologue, professeur à Oxford, très actif sur ces questions-là, à la fois sur la question de l'impérialisme et de l'islamophobie. Il va intervenir pour nous. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. J'espère que ça se traduise aussi par une mobilisation. Alors, je pense que ce qui a été compris, vous avez entendu Salma Yarkoub tout à l'heure et Alain Drèche. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, parce que je pense que ce lien avec la politique étrangère est important. Moi, ce qui m'intéresse, au moment où nous réfléchissons à ce qui se passe en France, c'est d'essayer de se poser la question de quelle doit être notre attitude, comment se positionner intellectuellement, politiquement, par rapport à ces questions-là, parce que aujourd'hui, il faut que nous ayons une conscience un peu historique, ne serait-ce que de l'histoire récente. Ce qui est en train de se passer en France, les réactions que l'on voit, le discours bat-en-guerre de François Hollande, les quelques jours qui ont suivi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il faut absolument que nous fassions une réflexion, que nous ayons une réflexion profonde sur ce qui s'est passé pendant ces 15 dernières années. Et encore une fois, revenir à ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre 2001 et ce qui a été au niveau du 11 septembre 2001 la triple connexion. Première des choses, c'est effectivement qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis uniquement comme on nous l'a présenté, parce qu'on nous l'a présenté de cette façon-là. C'est strictement religieux, c'est l'islam qui est en cause. Prenez position, condamnez ce qu'ils font, et au bout du compte, ils n'aiment pas nos valeurs, et au bout du compte, ils n'aiment pas notre civilisation. Je l'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, je l'ai entendu jusqu'à hier avec des journalistes qui systématiquement posent la même question, comme pour nier que ce soit cela, ou nous donner la possibilité de nier, mais le leitmotiv de la question est déjà problématique. Parce que, en fait, cette question, qu'est-ce qu'elle nie, fondamentalement, c'est la dimension politique du problème, tel qu'il a été présenté à l'instant par Alain Drèche. Le premier élément, donc, qu'on a vu, c'est ce que j'ai toujours appelé, dans toute la question qui concerne l'islam dans les sociétés qui sont les nôtres en Occident, et à plus forte raison en France, la distraction stratégique. Parlons d'islam pour ne plus parler de politique, pour ne plus parler d'économie, pour ne plus parler de la politique étrangère, pour ne plus parler de l'incurie de nos politiques concernant la question sociale. Et donc, ça c'est un premier élément. Et donc, le 11 septembre, ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà un premier déplacement vers l'islam est un problème, et ensuite après on va rectifier en disant l'islam est une religion de paix, l'islam, ce que est en train de faire Valls à l'heure actuelle, juste avant les élections, pour rappeler aux musulmans quand même ce serait bien que vous pensiez que le socialisme c'est la meilleure des solutions. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il vient de dire, c'est ça qu'il essaye de faire entendre à ses concitoyens, des professions musulmanes. Donc vous avez un premier élément de ce qui s'est passé aux États-Unis. Deuxième des choses qui s'est développée et qui est également particulièrement importante, c'est le rapport au Moyen-Orient. Et le rapport au Moyen-Orient est un rapport qui est directement lié à l'analyse et à la lecture politique de ce qu'était le 11 septembre pour aller dire, eh bien, on va aller libérer l'Afghanistan. On a su par la suite qu'en fait, l'Afghanistan, c'était dans les plans avant le 11 septembre. Le 11 septembre a été un moyen d'instrumentaliser cela. Ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à la France, c'est que la France pense depuis un moment à s'engager en Syrie. Et donc, en l'occurrence, tout à coup, le 13 novembre est un prétexte qu'on va utiliser pour justifier la guerre. Donc, on
on a des choses qui sont similaires. Le problème, c'est que nous n'avons pas étudié suffisamment ce qui s'est passé aux États-Unis et nous nous sommes surpris un tout petit peu par l'instrumentalisation de l'émotion populaire, comment il faudrait faire cette analyse. Le troisième élément qui est important, et c'est ceci qui va vous concerner plus immédiatement en tant que citoyen français, c'est tout ce qui revient de politique intérieure. Toute la démarche du Patriot Act, toute la démarche de la, de la politique sécuritaire, de quelque chose aujourd'hui qui est un drame pour la société américaine, c'est vous avez peur, nous l'entendons, nous allons pour votre bien vous surveiller. C'est ça la réalité. On sait que vous avez peur. On a entretenu la peur, et puis ensuite, on va vous surveiller. Et on va vous surveiller jusqu'à des décisions qui sont la suspension du cadre légal américain, la surveillance, et des choses qui sont considérées comme illégales. Et en l'occurrence, aujourd'hui, vous l'avez entendu, il y a quelques jours de cela, sous l'état d'urgence, on envoie à Bruxelles en annonçant que pendant une certaine période, nous ne sommes plus tenus par la déclaration des droits de l'homme. Ça n'est plus une référence sous l'état d'urgence. Et donc, l'impact revient à nous, et il revient aux citoyens, tous les citoyens en France. Ayant cette connexion, cette triangulation, ce triangle, les trois domaines ici, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est quand même d'aller loin dans l'analyse pour que nous ne tombions pas dans une chose que je suis en train de voir. On avait une discussion ce matin sur la question de l'islamophobie et de comment réagir. Il faut qu'on fasse attention à une chose. C'est-à-dire que tout le discours qui est en train aujourd'hui de déplacer le centre de gravité sur la question de l'islam comme étant le problème de l'Occident, le problème du monde international aujourd'hui, parce que les musulmans, il y en a qui versent dans le terrorisme, et donc il faut que les autres musulmans prennent position. Vous l'avez entendu encore 14 ans plus tard par Obama maintenant, qui fait un beau discours, mais qui dit quand même aux musulmans, il faudrait quand même que vous preniez position dans la dénonciation et que vous le fassiez comme étant la preuve de votre adhésion aux valeurs de la démocratie et aux valeurs d'ouverture. Ce qui me fait peur, d'une certaine façon, sur le plan intellectuel et comme sur le plan politique, c'est aujourd'hui que nous tombions dans une dénonciation de l'islamophobie qui soit simplement la dénonciation d'un racisme qui s'installe en France et que nous ne remontions pas dans une analyse qui mène les trois fronts ensemble. C'est-à-dire la question aujourd'hui des relations internationales, ce qui vient d'être dit. Le deuxième élément, c'est l'instrumentalisation de cette question de l'islam à des fins aujourd'hui de division et de peur dans la société. Et le troisième élément, c'est l'application de politiques sécuritaires qui nous mettent tous dans le même paquet et qui justifierait au nom de... Et là, de ce point de vue-là, j'avais beaucoup apprécié, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir lu, le livre de Naomi Klein sur la question de shock doctrine, la doctrine qui justement va instrumentaliser ces questions-là. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire, premier axe de travail pour ce qui concerne la question de l'islam comme étant le problème. Aujourd'hui, moi j'ai pris une position assez claire sur ces questions-là en disant, il y a deux choses, je pense, qu'il ne faut pas faire. Première des choses, dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, et deuxième des choses, dire que ce ne sont pas des musulmans, pour deux raisons. La première des raisons sur ces questions-là, et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que ce positionnement intellectuel va me donner beaucoup plus de cohésion dans le discours politique. C'est-à-dire, nous sommes d'accord là-dessus, mais attention, maintenant on va aller sur les raisons de cette instrumentalisation. Aujourd'hui, il va sans dire que vous avez des interprétations et vous avez, au nom de lecture spécifique de textes, des positions qui sont des positions, alors vous avez entendu Salma Yarkoub qui faisait référence, des positions qui sont absolument intenables et qui sont à condamner, réellement. Elles sont à condamner dans la traduction de l'extrémisme violent. Moi, je ne sais pas quel est le mot que vous employez, je n'utilise absolument pas le mot de radicalisation dans les discussions un peu spécialisées en Angleterre. On a évité ce terme en disant aujourd'hui on a affaire à des extrémistes violents, extrémistes dans leur lecture violente, dans leur mode d'action. Et donc, en l'occurrence, ici, il faut prendre une position par rapport à ça. Il faut prendre une position par rapport à cela en faisant un vrai travail
sur la réponse par rapport au texte, mais aussi de contextualiser par rapport aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, moi je suis critique de la lecture littéraliste. Je suis critique de la lecture qu'on dit salafi littéraliste. Mais à aucun, je suis critique au sens que je n'y adhère pas, mais je n'accepte pas, d'un point de vue ne serait-ce que de citoyen, que l'on interdit cette parole de s'exprimer. Un littéraliste est un littéraliste, il n'est pas violent, il respecte la loi, c'est son problème. Maintenant qu'on essaye de criminaliser le salafi littéraliste de la base, alors qu'on traite avec les États qui nourrissent l'idéologie au sommet, c'est quand même un problème. Aujourd'hui, c'est ce que fait l'État. On va cibler l'individu, oublier le roi, qui est celui qui finance ce qui va nourrir l'individu. Mais il nous nourrit aussi avec le pétrole. Et donc on l'oublie. Ce discours-là, pour moi, il doit être critique, mais à aucun moment, ça ne peut justifier fermer des mosquées, Non, il faut, de ce point de vue-là, au cas par cas, qu'on ait une vraie discussion de fond et qu'on ne délégitime pas ou que l'on ne criminalise pas le discours religieux. Pourquoi? Parce qu'autant nous devons faire un travail qui est un travail interne de discussion sur la question religieuse ça c'est une position que je prends en étant critique vis-à-vis du littéralisme, en étant critique par rapport à ceux qui le financent, autant à un moment donné on ne peut pas criminaliser. Pourquoi? Parce que criminaliser voudrait dire réduire le discours de ceux qui versent dans la violence et qui versent dans l'extrémisme comme étant lié à une source de la tradition. Or c'est faux. 92% des jeunes qui tombent dans soit Internet, soit sont attirés par cette attitude-là, ont 92% moins de 2 mois de pratique avant les événements. 2 mois. C'est-à-dire que dans toutes les analyses, c'est quelque chose d'extrêmement récent, très très rapide, qui a une sorte de dévissage. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Alors, à un moment donné, en termes de pratique, en termes de changement de pratique. Et donc, dire c'est un discours religieux traditionnel qui l'explique est problématique. Là, on ne peut pas. Mais il faut faire cette critique-là quand même. Il faut un discours religieux, un discours théologico-légal qui mette en évidence où s'arrête la diversité acceptée et où la condamnation commence. Et à un moment donné, après, faire l'analyse de ces parcours, de ces interprétations, pour qu'on ait un discours clair. Pourquoi? Et ça nous amène au deuxième volet, celui sur lequel j'aimerais insister, mais ça a été dit, mais aujourd'hui de comprendre que l'autre volet de cette analyse-là est un volet politique. Et que tout le discours, et je l'ai entendu aux États-Unis, je l'ai entendu en Angleterre, je l'ai entendu en Norvège, je l'ai entendu en Espagne, je l'ai entendu ici en France, il n'y a pas de relation entre notre politique étrangère et ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est strictement une interprétation de l'islam qui est une interprétation terroriste, et donc c'est cela qu'il faut condamner. Nous sommes dans l'obligation, sans jamais justifier l'acte de tuer, d'entrer dans l'analyse et l'explication de ce qui est en train de se passer. Ça commence par une chose qui est déterminante, et je ne sais pas si vous le sentez dans nos opinions publiques aujourd'hui en Europe, mais moi, c'est pire qu'un racisme institutionnalisé. C'est un racisme normalisé, promu par les médias et promu même sur les réseaux alternatifs. La mort d'un arabe, la mort d'un africain, la mort d'un asiatique vaut moins que notre mort à nous, que nos morts à nous. Un peu de temps. Mais ça, c'est un premier élément. Et cet élément-là, c'est là où aujourd'hui les citoyens français de quelque confession ou sans confession, agnostique, athée, de gauche, de droite, là déjà il faudrait qu'on commence par ce discours-là de la dignité égale de tous les êtres humains, et de passer à l'autre étape ensuite, de disant, attendez, maintenant il faut qu'on soit clair. Le manque de cohérence sur vos politiques internationales, le mensonge caractérisé de ce que vous faites, soit en Afrique, parce qu'encore une fois, moi c'est pas passé, l'intervention de ma vie, elle n'est pas passée. Le désordre que l'on a produit en Libye, c'est pas passé. Le Moyen-Orient déstabilisé, ça passe pas. Le fait
le fait du peuple oublié de la Palestine, ça ne passe pas. Et tout ça, c'est connecté. Mais on ne veut pas le dire et on ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si vous dites ça, implicitement, vous justifiez. Et donc, c'est toujours cette fameuse... Moi, c'est ce que j'ai dit. À partir d'un certain moment, je vais dire qu'à un moment donné, quand on essayait d'expliquer dans la surdité aux États-Unis que c'était injustifiable de tuer, mais que c'était explicable politiquement que des gens arrivent à ce rejet, à dire ah non. Et donc la binarité, la pensée binaire, elle est devenue française aujourd'hui. C'est soit on est du côté du gouvernement et qu'on soutient, soit on est des autres. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'on est dans une salle pleine ici. Mais malheureusement, nous sommes une véritable minorité politique parce que la majorité du peuple français soutient la politique de force, de manifestation de force du gouvernement. Les statistiques l'ont montré, c'était la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, la manifestation. Donc même le mouvement anti-guerre est essentiel. Mais là, c'est notre responsabilité politique de citoyens d'inverser cette tendance avec un discours qui est un discours qui doit encore et toujours faire le lien entre ce qui est en train de se passer en France et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pas simplement en France, mais en Occident, ce qui est en train de se passer dans les sociétés du Moyen-Orient, et d'y intégrer toutes les composantes, parce que, encore une fois, certains pensent que c'est une obsession, mais mon obsession, elle est juste de dire une chose. Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien est central. Il est central. Et c'est aussi autour de ce conflit-là que vous pouvez comprendre les déstabilisations des pays alentours aussi. Si on regarde aussi, même ce qui est en train de se passer en Égypte, on ne le comprend pas si on ne comprend pas ce qui est en Égypte. Pourquoi? Parce que des forces ici, en France, comme ça s'est passé aux États-Unis, comme ça s'est passé en Angleterre, qui sont aveuglément pro-israéliennes et sionistes, ne veulent absolument pas que le discours que nous sommes en train de faire et de dire, c'est-à-dire que le manque de courage et de clarté de la politique occidentale quant aux droits des Palestiniens est en train aujourd'hui d'avoir comme conséquence et la déstabilisation, et même ici en Europe, des personnes qui travaillent à entretenir aussi cette vaste atmosphère islamophobe. Il ne faut pas qu'on se trompe, les sources on les connaît. On connaît les sources de cet entretien de l'islamophobie. Faites attention à ces musulmans, faites attention à ces citoyens, la suspicion perpétuelle. On sait d'où ça vient. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage de dire on n'est pas bête. Je veux dire que 80% du discours et des sources aux États-Unis, si vous regardez les organisations, elles sont liées à des organisations qui sont pro-sionistes et aveuglement pro-sionistes. C'est-à-dire que la citoyenneté nouvelle de citoyens qui sont en train d'élever la conscience concernant le Moyen-Orient, on ne la veut pas. C'est-à-dire que ce qui fut hier l'inconscience par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne le veut pas aujourd'hui. Donc l'idée de fragmenter ou de séparer les problèmes, et bien ça c'est une idéologie aussi, ça fait partie d'une certaine lecture politique. Donc ça c'est le deuxième axe sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair, qu'on ait une vraie vision large du fait politique. Et mon dernier élément, il est directement lié à ça, parce que ça nous revient à tous. Il faut aujourd'hui qu'on se rende compte de ce qui est en train de nous arriver. Ce qui est en train de nous arriver réellement et concrètement en tant que citoyen occidental, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe et en particulier en France, c'est une dérive liberticide pour tous. Et cette dérive liberticide, elle est aujourd'hui sous l'état d'urgence, la normalisation d'un certain nombre de décisions politiques, et sur le long terme, ça reste. Parce que si aujourd'hui on nous dit que le Patriot Act a disparu, les éléments les plus évidents du Patriot Act ont disparu, mais la politique reste la même, la politique de surveillance. Et la politique de surveillance, c'est une politique... Attendez, on parle aujourd'hui des perquisitions. La honte. Ils mettent la honte à des femmes et des hommes, et des fois ils se trompent de porte. Mais ils ont fait sauter la porte. Et ils insultent les gens. Ils mettent en résidence des gens dont ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont en résidence surveillée, ils ne peuvent pas sortir, ils perdent leur travail. L'humiliation. Parce que quand vous faites ça à une personne,
en étant en train de chercher de savoir pourquoi vous lui faites ça. Mais il y a même un imam à Montpellier, ils n'ont rien trouvé. Ouais. Ils ont juste trouvé qu'il n'avait peut-être pas payé tous ses impôts correctement. Ah, on a trouvé quelque chose. Il n'est pas net. Non mais vous vous rendez compte de l'état, l'atmosphère. Mais c'est pas ça qui est simplement grave. C'est qu'aujourd'hui la réalité de mosquées sous surveillance. Mais non, on le savait déjà. Mais dans cette atmosphère où le droit est secondaire, ce qui est en train de se dire, c'est comment aujourd'hui, sur le plan de la surveillance, les infiltrés de nos mosquées, les délateurs, la délation caractéristique, mais là où je vis en Angleterre, on appelle les gens à faire de la délation. De la délation, c'est-à-dire dès que vous voyez quelque chose, il faut le dire. Donc on devient co-citoyen, on devient surveillant de son voisin. Ouais, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Ouais, c'est pas simplement la perquisition et la mise au-dessous, c'est simplement le haut de l'iceberg. Derrière tout ceci, c'est une atmosphère d'entretien de la peur, d'entretien de la suspicion, et donc il faut surveiller. Et donc c'est ça qui est en train de se passer. Et donc à un moment donné, après on s'assoit et on dit votez pour nous parce qu'on est quand même meilleur que le Front National. Mais vous n'avez rien fait pendant 20 ans. Le problème en termes de politique sociale dans ce pays, mais c'est un désastre. Bien sûr. En termes de politique économique, c'est pire que ça. C'est d'avoir réussi à faire qu'une partie de la citoyenneté française, elle soit suspectée. Et donc à un moment donné, la réponse à ceci, c'est ça que j'aimerais dire et terminer, c'est pas simplement de se présenter en victime d'islamophobie. Maintenant, il faut sortir de ce clivage-là. On avait commencé, il faut qu'on continue ce travail transversal de sortie en tant que citoyen aujourd'hui, avec un certain nombre d'organisations, avec des gens dans les différents partis politiques ou dans les différents partis politiques. Moi, j'en suis pas arrivé à diaboliser les uns et les autres. Je ne suis pas du tout du côté des partis qui sont aujourd'hui représentatifs de la France, qui vraiment, du point de vue politique, très dans la minorité, bien sûr. Mais d'un autre côté, à partir d'un certain moment aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sorte de l'ornière, il faut vraiment qu'on sorte de ce discours qui est un discours uniquement sur le plan national, un discours victimaire. Il faut qu'on ait un discours national et international beaucoup plus offensif sur le fait de dire aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire sur le plan international est en train de miner la cohésion nationale, et ce que vous êtes en train de faire dans l'absence de politique nationale de justice sociale est en train de nous faire perdre la possibilité ensemble de construire une France qui soit égalitaire et qui soit plus juste. Arrêtez de nous, je veux dire, arrêtez avec cette laïcité à toutes les sauces. Il y en a marre. Il y en a marre. On le sait maintenant, c'est pas prétexte. L'unité de la République, et la laïcité, et la viande halal, et le foulard, et la journée de la laïcité. Mais ça va ou quoi? On est où? Dans quel pays? On est dans c'est quel désordre ça? De qui se moque-t-on? Ça, c'est de la distraction. Mais à partir d'un certain moment, il faut aussi que nous, on en sorte, et puis qu'on puisse proposer autre chose de plus offensif, de plus courageux. Enfin, moi, je plaide pour ça à partir d'un certain moment d'une citoyenneté courageuse. Je veux dire, t'es athée, t'es agnostique, t'es juif, t'es chrétien, t'es musulman. Si t'es pas courageux, bah, va ton chemin, continue avec eux. Mais à partir d'un certain moment, il faut qu'on puisse dire quelque chose, et il faut qu'on puisse dire quelque chose qui soit audible. Je vous remercie.